Mesdames et messieurs, nous revenons dans cette émission. Nous allons discuter encore une fois sur la situation de la République démocratique du Congo, notamment à l'Est. Je suis avec deux invités, des Congolais eux-mêmes, qui vivent la situation sur le terrain. Je parle de la situation sécuritaire, notamment dans la région du Nord Kivu, où la rébellion du M23 continue de faire des dégâts. Et donc, je vais demander à mes invités de se présenter. Je commence par Joshua Mouneke. Joshua, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs, dire qui vous êtes et ce que vous représentez? Bonsoir à tous. Bonsoir, chers auditeurs. Je suis Josué Mouneke. Je suis jeune activiste de droits humains. Je suis responsable d'une organisation des jeunes qu'on appelle Tous vers un Congo nouveau, TCN. C'est une organisation qui milite pour l'information, la formation, l'autonomisation des jeunes, l'envie de renforcer la résilience communautaire. Et au cours de nos interventions, c'est depuis 7 ans que nous avons deux bureaux en province du Nord Kivu. Et donc, nous avons travaillé depuis très longtemps dans ces contextes d'insécurité liés à différentes crises humanitaires dans la zone est du pays. Et actuellement, nous continuons à travailler pour l'accompagnement et l'appui des compatriotes victimes de guerre et localement en vue de soulager les souffrances et sauver des vies. Merci beaucoup et bon courage à vous. Je pense que vous menez des actions louables et salutaires. Je pense que peut-être que ceux qui suivront cette émission auront à cœur de vous soutenir parce que je pense que vous avez besoin du soutien. Et donc, je suis encore une fois avec Bonheur Mwamba. Bonheur, est-ce que tu peux encore te présenter, même si toi, ce n'est pas la première fois? On n'entend pas. Ah, Ouais. ok. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre aux invitations des langues africaines. Euh, je suis Bonheur Mombakat, politique congolais, très engagé dans la situation sécuritaire qui pèse dans notre pays. On se veut être cette jeunesse qui participe au développement de notre pays et aussi qui participe à la prise de solutions pour changer la situation d'insécurité qui se passe à l'Est. Ça fait près de 30 ans que notre pays vit des guerres quotidiennes et nous sommes dit il faut que nous lèvons pour trouver des solutions pour faire quelque chose. Et sur ce, nous nous sommes engagés depuis un certain temps avec d'autres jeunes, comme par exemple Josué. Nous nous sommes engagés pour trouver des solutions en tant que peuple congolais, pour aider les pays, pour aider et nos sœurs qui vivent cette calamité à l'est de la RDC. Merci beaucoup, Bonheur. C'est encore une fois un plaisir d'être avec toi. Et je vais revenir maintenant sur la position de Monsieur Joshua Mouneke, qui nous a dit qu'il représente une organisation des jeunes. Je vais lui poser une petite question d'abord. Comment est-ce que vous vivez militant, votre engagement militant sur le terrain avec cette guerre? Je pense qu'à l'est de la République démocratique du Congo, il y a plusieurs groupes armés, mais le plus important, le plus virulent, je pense que pour le moment, c'est la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda maintenant. Comment est-ce que vous vivez ce que vous faites avec cette situation sécuritaire? Monsieur Moneke, en fait, il faut enlever le... Oui, monsieur, je suis là. Oui. Est-ce que vous La avez question, entendu ma c'était? question?
Ma question, c'était de savoir comment vous vivez ce que vous faites, l'engagement que vous faites et justement les actions que vous menez sur le terrain avec cette situation de guerre qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo. Bon, actuellement, les actions que nous menons sont des actions d'assistance humanitaire et parce qu'il y a un besoin immense sur les conditions humanitaires. Aujourd'hui, en ville de Goma, nous comptons seulement sur la partie nord, dans les territoires de Nyiragongo, la partie nord, où les plus grands des sites des déplacés. Nous avons 64 000 ménages. Donc, j'étais en train de dire, nous avons 64 000 ménages, sans compter les côtés ouest où nous avons plus de 100 000 ménages aujourd'hui par rapport aux nouveaux effectifs venus de Saké et des autres agglomérations du territoire de Rutshuru. Aujourd'hui, nous sommes dans les plus de 150 000 déplacés de guerre qui sont en besoin. Et sans oublier, avant-hier, il y a une forte pluie qui a frappé. Et la plupart des huttes des déplacés ont été évaporés à cause de vent. Et il y a des arbres qui sont tombés sur les maisons des déplacés, sur les petites maisonnettes des déplacés. Et ça a fait un état de 2 morts. Donc, il y a eu une femme qui est morte dans la nuit et un bébé de 3 mois mort aussi. Il y a également de blessés et beaucoup de pertes de matériel des déplacés des guerres. Vous comprenez que la situation, au-delà de la guerre, il y a aussi une circonstance qui ne cesse de dégrader davantage les conditions de vie. Et ça fait craindre. Et aujourd'hui, notre rôle comme acteur communautaire, c'est être victime, mais aussi lancer des appels au soutien, des SOS, pour que tout le monde dans le monde, partout, et tous les humains, toute personne qui a de l'empathie et de solidarité puisse jouer un rôle important dans la réduction des vulnérabilités de nos compatriotes. Est-ce que sur le terrain, vous avez des facilités de déplacement? Parce que j'imagine que des fois, quand vous allez aider ceux qui souffrent et ceux qui sont dans le besoin, vous rencontrez les combattants également, que ce soit du côté de l'armée régulière, que ce soit du côté des rebelles. Est-ce que tout ce monde est là, tous ces gens armés qui combattent, vous laissez passer, vous laissez faire ce que vous faites facilement? Bon, en fait, les différentes positions des déplacés sont vraiment diverses et chaque zone a une particularité. Il y a par exemple la zone Nyiragongo et la zone ouest de la ville de Goma, vers le quartier Mugunga et là où les déplacés de Masisi sont basés. Il y a des accès et il y a des milliers qui ne sont pas accessibles. Et il y a aussi des déplacés non seulement du côté Goma, il y a aussi des déplacés du côté Kanyabayonga, des déplacés de Rwindi qui ont fui récemment, il y a 3-4 jours, qui ont récemment fui les affrontements à Rwindi parce qu'il y a une base, il y a eu une récupération de quelques villages de l'autre côté qui va vers les territoires de Lubero. Et il y a la plupart des compatriotes qui sont aussi déplacés vers les nord, les grands nord, qu'on appelle notamment Lubero jusqu'à Beni. Donc, le grand nord, c'est à Lubero, à partir de Lubero. Et il y a aussi la nécessité. Mais cette zone-là n'est pas accessible. S'il faut apporter de l'aide humanitaire, vous n'avez pas accès à cette zone. Donc, vous ne pouvez pas arriver à Kanyabayonga pour apporter de l'aide humanitaire. Vous pouvez juste vous limiter à Nyiragongo. Mais il y a aussi des zones qui sont contrôlées
par nos forces armées. Il y a aussi des zones qui sont contrôlées par les militants, les résistants, les patriotes Ouazalendo, qui sont des jeunes civils, mais qui apportent leur soutien dans la défense de leur territoire. Donc, comme le dit notre Constitution, chaque citoyen a le droit de protéger son territoire et eux jouent aussi un rôle important dans l'offensive. Donc, si j'entends bien, c'est les zones contrôlées par les rebelles où vous n'avez pas facilement d'accès. Oui, il n'y a pas d'accès pour les zones contrôlées par le rebelle. Et par exemple, à Massissi, il n'y a pas d'accès. Déjà, à partir de Saké, il n'y a pas d'accès. Vous ne pouvez pas dépasser Saké parce que Saké est dans les territoires de Massissi, dans les groupements Kamuronza et au niveau de cette zone de santé de Kiroche, il y a des agglomérations qui sont barricadées. Les rebelles du M23 ont creusé des trous dans des voies de dessertes agricoles. Donc, il n'y a aucun engin qui peut rouler dans cette route-là. Massissi, Minova, donc disons entre Saké jusqu'à Minova, entre Minova et Massissi, Rubaya, il n'y a pas de route, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'accès dans ces routes-là. Et il est difficile pour les humanitaires de créer un couloir humanitaire pour apporter de l'aide aux populations qui sont enclavées là-bas. Alors, c'est ça qui renforce la misère et la vulnérabilité. Ah, je comprends et je compatis. Ça ne doit pas être facile pour vous autres qui êtes sur le terrain et surtout pour les gens qui souffrent et qui ont besoin de l'aide, hein. Et j'appelle effectivement à toute personne de bonne volonté de vous soutenir, de vous apporter de l'aide parce que vous en avez vraiment besoin. Non pas pour vous-même, mais pour les autres. Je reviens maintenant vers Bonheur Mwamba. J'aimerais qu'on revienne sur la question de la sécurité, sur la situation des combats sur le terrain. Bonheur, je pense que tu as suivi comme moi l'évolution de la situation militaire. On dit que maintenant, ces derniers jours, le M23 est parvenu à prendre d'autres localités, notamment dans le territoire de Rutshuru. Comment est-ce qu'on explique ce revirement de la situation alors que ces dernières semaines, on voyait plutôt l'armée congolaise et les amis d'IRC à l'offensive? Comment est-ce qu'on peut expliquer ce revirement de la situation militaire? La question. Hmm? Oui, on est sorti d'une situation où les forces armées se comportaient bien sur le terrain. Et aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, les lignes de front, la situation de l'Est, la situation sur le terrain est un peu complexe. Donc, les lignes de front varient à des milliers de kilomètres. Donc, les M23 ont pu attaquer le côté nord, qui pour l'instant n'était pas attaqué. Ils ont pu attaquer ce côté nord. Ça, ils ont, si je peux dire, ils ont bénéficié d'une mauvaise organisation opérationnelle des Congolais, ce qui a profité à l'ennemi. Mais sur terrain, cette détermination des FARDC reste intacte parce que plus tard qu'hier, les FARDC ont neutralisé une grande partie des rebelles qui ont recommencé l'aventure sur Saké. Donc, c'est un peu dans cet élan où je dis les lignes de front s'étendent sur plusieurs kilomètres. Et parfois on avance, parfois on recule sur d'autres axes. Mais la détermination côté congolaise, elle est intacte. Elle reste intacte. Est-ce qu'on Elle peut est dire intacte. qu'il y a eu aussi Et peut-être oui, des renforts venus de l'autre côté de la frontière, peut-être aussi? oui, Oui. exactement, exactement. Comme sur l'attaque, la zone où vous avez posé, la zone par exemple de Ruizi, je sais pas si c'est Ruizi, il y a eu des matériels ugandais
et Rwandais au Burundi qui ont permis aux rebelles d'avancer les matériels lourds. Il y a eu des déploiements des missiles solaires rwandais pour permettre, pour empêcher les avions de l'armée congolaise de bombarder les zones sous-occupées, les zones occupées par les volcans. Donc, comme je disais dernièrement, c'est une guerre très intense et on a l'habitude de dire que sur les M23, les M23 n'existent pas. C'est l'armée rwandaise et ougandaise. Ils ont des matériels sophistiqués. Ils ont des matériels très importants pour tenir aussi longtemps la guerre. Et ça n'a rien à voir avec un groupe rebelle. Bon. Sur ce, je salue aussi la détermination de notre armée qui ne recule pas, qui continue de se défendre, qui continue de résister. Et ici, je vais parler de la longévité de cette guerre. Cette guerre date depuis 2022, 2021, novembre 2021. Et c'est depuis novembre 2021 que notre armée résiste à des armées étrangères qui nous attaquent de partout. Mais grâce à notre armée, la RDC continue de résister. Et c'est le point positif pour nous, c'est cette détermination qui nous manquait autrefois. Aujourd'hui, je peux vous affirmer, haut et fort, que l'armée congolaise, les Congolais sont très déterminés à résister face à cette guerre d'agression. On parle actuellement aussi des trahisons de la part de certains officiers et des militaires, peut-être des rangs subalternes, mais des militaires congolais qui coopèrent avec les agresseurs. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de traîtres, beaucoup de gens qui collaborent avec la rébellion jusqu'à ce que on en arrive à rétablir l'application de la peine de mort? J'ai suivi le communiqué du ministère de la Justice qui dit justement qu'on enlève le moratoire qui interdisait d'exécuter la peine de mort au Congo depuis 20 ans maintenant. Comment est-ce que vous avez accueilli le communiqué en question? Est-ce que c'était justifié pour vous, vous autres activistes? Je vais vous entendre, vous deux. Bonheur, on va d'abord, et puis je show à mon équipe ensuite ce que vous dites de ce rétablissement de l'application de la peine de mort dans votre pays. Oui. Moi, personnellement, je suis très content de la levée de ces moratoires. Elle encourage nos efforts patriotiques. Vous allez comprendre avec moi que notre armée est conçue sur les brassages, les mixages issus des rébellions passées. Nous avons construit notre armée dans les accords entre les groupes armés et ça a vraiment impacté tout ça, ça a vraiment impacté le fonctionnement de notre armée. Et, on avait, par exemple, on avait des officiers qui étaient officiers en RDC, mais qui répondaient aux ordres des Kigali. Donc, on avait des collègues qui coopéraient avec l'ennemi, qui transmettaient à l'ennemi nos renseignements. Et moi-même, j'étais sur le terrain. Vous avez parfois les militaires qui se plaignent que les munitions arrivent tardivement. Or, officiellement, euh, les munitions sont envoyées, mais pour arriver sur les lignes de front, ça tarde. Parfois, les munitions sont détournées au profit du M23. Voilà pourquoi moi, j'encourage cette mesure qui va sanctionner ceux qui vont coopérer avec l'ennemi. Pas plus longtemps que la semaine passée, on a arrêté les traîtres congolais, on a arrêté, voire même des députés. Donc, des gens que nous considérons ici comme députés, comme les honorables, mais qui sont connivents avec Kigali, qui sont connivents avec les services secrets de Paul Kagame. Donc,
pour nous, c'est très important pour sauver les vies congolais, c'est très important de- d'appliquer cette peine de mort parce que ça va faire, si je peux dire, ça va pousser ceux qui sont en complicité avec le ministre de réfléchir des fois avant de passer à l'acte. Donc, moi, personnellement, j'encourage ça, j'encourage le gouvernement congolais, j'encourage le président de la République qui allait encore plus loin dans cet élan, voire même euh, la, comment on appelle ça, voire même les retraits de la nationalité pour les gens qui rejoignent les groupes armés, pour les gens qui rejoignent la rébellion du M23. Comment est-ce que l'État peut retirer la nationalité, voire même confisquer les biens? Donc, nous sommes dans une période de guerre et ces mesures sont très importantes pour nous. Ces mesures vont sauver des vies. Et voilà pourquoi j'encourage ça, j'encourage le gouvernement d'aller encore plus loin. D'accord. Donc, il faut non seulement que ce soit décidé à titre dissuasif, peut-être, mais que ce soit réellement mis en application. Je vais également entendre Joshua Moneke à ce propos. Joshua, comment vous avez accueilli cette décision du ministère de la Justice que nous avons appris par le communiqué justement du département de la justice dans votre pays qui lève le moratoire sur l'application de la peine de mort? Nous venons d'entendre Bonnet au Mwamba, mais vous aussi peut-être que vous avez une idée là-dessus. Est-ce que vous êtes dans ce sens ou vous avez d'autres explications encore plus détaillées? Bon, euh, la peine de mort, la peine de mort, la peine de mort. En fait, la plupart des Congolais saluent cette, euh, cette loi, ce rétablissement à bras ouverts. Mais personnellement, état humanitaire, je pense que c'est une loi qui est contre les chartes des droits humains, les différentes chartes des droits humains, qui est aussi, je dirais, excusez-moi, l'un des actes qui renforce, euh, qui détruit la mise en vigueur et des différentes chartes, comme je le disais tantôt, des droits humains. Et pour moi, état humanitaire, je trouve que ce n'est pas une bonne décision. État humanitaire, je dis bien état humanitaire, parce que moi, je suis défenseur des droits humains. Je trouve que ce n'est pas une bonne décision. Mais par rapport aux années des génocides qu'a traversé la RDC, je trouve, étant citoyen, une très bonne décision par contre. Pourquoi? Parce que vous savez que chez nous, notre génocide est comme si elle n'existe pas parce que juste le monde ferme les oreilles et ferme les yeux face à ce qui se passe en RDC. Et il n'y a que nos décisions qui pourront interpeller la communauté internationale de prendre en compte de toute cette, de toute cette grandeur des génocides en RDC. Monsieur, vous verrez dans 2, 3, 4 jours, tous les médias internationaux s'intéresser de la situation de l'Est, juste parce que le gouvernement a fait quoi? A remis des moratoires en RDC. Tu verras le pays se prononcer, s'adresser à Kinshasa, s'adresser au gouvernement congolais sur la décision. Vous verrez même les Nations Unies se prononceront sur la situation de l'Est, sur la décision, vu la gravité des mises en péril de leurs traîtres, de leurs canaux de facilitation sur la crise qui sévit chez nous. Si on y va un peu plus pratique, il y a eu déjà des réactions un peu dans le monde, même à partir d'hier et à partir de l'avant-hier,
lorsque la loi a été communiquée, il y a eu déjà des réactions qui montrent que le gouvernement actuel veut veut améliorer, pas améliorer dans les sens améliorer, mais veut renforcer les crimes contre l'humanité. Il y a eu des réactions comme ça, juste parce que eux qui ont signé des accords qui encouragent les M23, qui encouragent les rebelles qui extraient des minéraux chez nous, ils ont signé des accords et ils ont le droit de protéger les personnes qui leur fournissent des minéraux. N'aimeraient pas que ces personnes périssent à travers cette décision. Ils n'aimeraient pas que ces complices périssent pour eux, pour la communauté internationale, pour la plupart des pays occidentaux qui appuient cette guerre. Pour eux, la vie d'un rebelle, la vie d'un persécuteur, la vie des personnes qui tuent les enfants, les femmes, les jeunes est mieux et vaut de l'or que la vie de toutes ces 12 millions de populations qui sont mortes à l'est de la RDC. Et pour moi, toute réaction au-delà du respect de la vie humaine, parce que la vie humaine est chère, mais lorsque la même vie humaine amène en péril des millions de vies humaines, je pense que cette une vie humaine-là, de cette rebelle-là, n'a plus de sens. Pour moi, étant patriote, je pense que la décision pourrait attirer l'attention de tous ces pays complices sur ce qui se passe, mais de façon hypocrite. Malheureusement, ils vont se prononcer de façon hypocrite en montrant qu'ils protègent les droits humains. Pourtant, ils sont en train de protéger les bourreaux. Et voulant protéger les bourreaux, ils veulent protéger leurs intérêts. Et en protégeant leurs intérêts, ils sont en train de fouler aux pieds les âmes de toutes ces personnes qui sont mortes chez nous à l'est de la RDC. Voilà ma réaction face à cette décision. Je comprends que même pour les autorités, pour le ministère de la Justice ou pour le gouvernement en général, ça n'a pas été facile de prendre une telle décision. Et donc, avant de terminer, je ne vais pas vous retenir longtemps. Je voudrais qu'on évoque maintenant l'aspect diplomatique de votre pays. Nous avons suivi au début de cette semaine, c'était lundi 11, le président rwandais Paul Kagame, que vous qualifiez à juste titre d'agresseur, s'est rendu à Luanda, en Angola, où il a rencontré le président de ce pays-là, qui est également médiateur dans cette crise. Et nous avons suivi le communiqué du ministre angolais des Affaires étrangères, qui s'appelle Tete Antonio, disant que le président Kagame avait accepté le principe de rencontrer le président Félix Tshisekedi. Je n'ai pas entendu la réaction du gouvernement congolais là-dessus. Est-ce que vous avez suivi? Qu'est-ce qui se dit à Kinshasa justement sur cette sortie du ministre angolais des Affaires étrangères concernant l'accord de Paul Kagame de rencontrer Félix Tshisekedi? Est-ce que le président Tshisekedi, lui, est prêt à rencontrer Paul Kagame? D'abord au Bonheur Mwamba et puis à Joshua Moneke. Merci. L'initiative ne vient pas de la RDC, l'initiative elle vient de l'Angola. Et le président João Lorenzo avait demandé à ce que la RDC et le Rwanda essayent d'ouvrir un nouveau canal diplomatique pour essayer de trouver la solution à la crise. Et le président congolais a été le premier à répondre à l'invitation du président angolais. La position de la RDC est connue, la position de la RDC, la position de son président est connue. Nous voulons la paix, mais nous ne voulons pas la paix par n'importe quel prix. S'il faut qu'on négocie ou il faut qu'on échange, un dialogue avec nos agresseurs qui sont les Rwandais et l'Ouganda, nous allons le faire, mais en une seule condition, qu'ils quittent notre territoire. Il faut que le Rwanda et l'Ouganda retirent leurs militaires de notre territoire. Et nous ne négocierons jamais avec les terroristes du M23.
Et cette position qui est partagée par tous les peuples congolais, qui est partagée par les gouvernements, qui est partagée par le président de la République. Et sur ce, le président l'a confirmé devant le président angolais pour dire que nous sommes ouverts aux négociations, mais pas à n'importe quel prix. Nous voulons la paix, mais pas à n'importe quel prix. Les temps où la RDC négociait contre les temps où la RDC négociait avec les groupes armés, c'est fini. Donc, s'il y a des négociations actuellement, les négociations ne vont plus tourner sur l'intégration des forces négatives dans l'armée congolaise. Les négociations ne vont plus tourner sur l'intégration des rebelles au sein du gouvernement ou au sein de l'administration publique. Donc, ce temps-là est révolu. Le Rwanda a continué à réveiller ce M23. Je dirais même pas réveillé, c'est caché derrière le M23. Et c'est ça la raison pour laquelle je ne discute pas avec le M23. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux. Je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même, en disant « c'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir et vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez à mon pays et à mon peuple. Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays. C'est tout ce que je veux comme thème du dialogue, parce qu'il n'y a rien d'autre. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Mais il doit simplement m'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'acharne à massacrer mes compatriotes de cette manière, injustement, depuis tant d'années, et pourquoi est-ce qu'il continue systématiquement à piller les ressources minières et autres, parce qu'on ne parle pas de l'agriculture, mais notre thé, notre café va aussi au Rwanda, et quand il arrive là-bas, il est estampillé Made in Rwanda, alors que c'est le produit du vol des Congolais, du sol congolais. Donner ces principes et le président de la République n'avait pas exclu une rencontre avec le président rwandais. Tout actuellement est entre les mains et tout actuellement est entre les mains du médiateur qui est l'Angola, et nous attendons à ce que le médiateur revienne vers nous pour nous donner ses positions. Et la RDC attend, parce que nous sommes déjà sortis du cahier des charges de Luanda. Il y a déjà un cahier des charges de Luanda qui n'est pas appliqué par le Rwanda. Il y a la feuille de route d'Addis Abeba qui n'est pas toujours appliquée par le Rwanda. Et le président congolais l'a dit que nos agresseurs ne pensent pas, que nos agresseurs comprennent que le temps que nous laissons à la diplomatie, ce n'est pas une faiblesse. Donc, on veut traiter le problème d'une manière diplomatique. Et s'ils ne veulent pas, ça sera une autre option qui sera prise en compte. L'option militaire, c'est ce qui est voulu par la majorité des Congolais. C'est cette option militaire que beaucoup de Congolais sont prêts actuellement, et et les gouvernements tentent de répondre à toutes les bonnes offices qui sont en train d'être menées par les États-Unis et par les pays frères comme l'Angola, comme l'Éthiopie, comme la Commission de l'Union européenne et comme la Commission de l'Union africaine qui demande aussi, qui touche aussi sur le tableau diplomatique. Et nous sommes ouverts à toutes ces positions, mais nous gardons nos principes qui sont de ne pas négocier avec les terroristes, et aussi qui est la libération totale de nos territoires occupés. Je reviens maintenant vers Joshua Moneke. Je crois que Bonheur vient de répondre. Il disait que pour beaucoup de Congolais, l'option militaire semble la plus appropriée pour résoudre la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Mais justement, mis à part l'initiative de Luanda, je rappelle que le président angolais est le médiateur désigné par l'Union africaine.
Mais j'ai suivi également dernièrement avec le sommet de la communauté des États de l'Afrique centrale. On a dit également qu'il fallait résoudre cette crise par la diplomatie. Mais effectivement, comme Bonheur disait, il y a eu beaucoup de tentatives diplomatiques qui ont échoué, d'où peut-être le ressentiment du peuple congolais. Mais on peut demander également, on peut se demander comment on va discuter avec le président Paul Kagame qui a donné son accord de principe à Rwanda, alors que officiellement, il ne reconnaît pas soutenir la rébellion du M23. Officiellement, il dit ne pas soutenir cette rébellion-là, mais dans le même temps, il dit je vais accepter de discuter avec le président congolais. Comment est-ce qu'on peut résoudre cette équation, monsieur Joshua Moneke? Bon, en fait, c'est clair, hein? Le gouvernement rwandais n'a jamais accepté, n'a jamais avoué son soutien face aux rebelles du M23. Mais après, lorsqu'il y a le rebelle, lorsqu'il y a les militaires des RDF capturés sur le sol congolais, il y a toujours le gouvernement rwandais qui réclame qu'on leur ramène ces militaires capturés, qui ont été capturés par le gouvernement congolais, par l'armée congolaise sous le sol congolais. Et lorsqu'il y a la prise en main des différents matériels militaires des RDF, lorsqu'il y a des chars qui sont au sol congolais, qui viennent du Rwanda, lorsqu'il y a tout un appui logistique considérable du Rwanda et les tenues des militaires rwandais, lorsqu'il y a l'hébergement de responsables du mouvement du M23 au Rwanda, et je ne pense pas que cela ne témoigne pas l'activisme du gouvernement rwandais dans cette crise. Mais la seule question que je ne me demande pas, c'est celle que tu as posée, c'est que comment est-ce que lui qui n'assume pas avoir soutenu le rebelle du M23 accepterait de discuter avec la RDC, de dialoguer avec la RDC. Lui qui dit qu'il n'a pas affaire avec la situation congolaise, c'est à la RDC de régler sa crise. Lui, il n'a jamais soutenu le rebelle du M23. Comment est-ce qu'il est d'accord de dialoguer avec nous? Pourtant, il ne soutient pas notre agresseur. La réponse est claire. Ouais, la réponse est claire. Voilà. Comme je disais au début, je ne vais pas vous retenir très longtemps. On va peut-être clôturer, attendre une autre occasion, une prochaine occasion. Mais je ne veux pas vous laisser vous en aller sans vous donner l'occasion de vous exprimer sur s'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit alors que vous aimeriez aborder le sujet. Je vais donner à chacun 2 ou 3 minutes pour que vous puissiez dire ce que vous pensez, soit sur la situation de la République démocratique du Congo, notamment à l'Est, ou sur un autre sujet. Je vous laisse la parole libre. Commençons encore une fois par Bonheur Mwamba et puis on finira par Joshua Moneke. Oui, merci beaucoup pour ce qui a été cette émission. J'appelle Congolais à la détermination, à la résistance, et j'appelle aussi nos frères rwandais, les peuples rwandais, à la détermination et à la résistance. Nous sommes face à un adversaire qui est connu, nous sommes face à un adversaire qui nous impose cette guerre. Et dans mon fort intérieur, je sais que les peuples congolais ne sont pas pour cette guerre. Cette guerre, elle est difficile pour les peuples congolais. Moi, j'étais à Goma et il est difficile de faire la différence entre la partie congolaise et la partie rwandaise. En fait, c'est le même peuple. Nous sommes le même peuple, on est habitués de vivre ensemble. Et il y a un tyran, il y a un terroriste à la tête du Rwanda qui nous impose cette guerre, qui nous impose cette guerre. J'appelle le peuple rwandais de se souvenir de tout le peuple rwandais
pour faire partie ces hélicoptères durant ces terroristes à la tête du Rwanda. J'encourage mes frères rwandais à s'élever et Kagame est connu avec son jeu. Comment se maintenir au pouvoir après les élections de juillet 2024. Nous appelons le peuple rwandais à s'élever. Et nous, le peuple congolais, nous sommes aux côtés du Rwanda pour les aider et pour résister face à ces terroristes, face à ces génocidaires qui sont à venir. Merci. Merci beaucoup, Bonheur Mwamba. Je te remercie encore une fois. C'était un plaisir comme d'habitude et j'espère te revoir bientôt. Je reviens maintenant pour terminer vers Joshua Moneke. Je pense que peut-être tu as un message particulier à faire passer, soit à tes amis de l'Est avec qui vous partagez le militantisme dans votre organisation, mais même de façon générale, un message particulier que tu aimerais faire passer. La parole est à toi et je te remercie encore une fois d'avoir répondu positivement à cette invitation. Il n'y a pas de son. En fait, le message particulier sera de mobiliser tous les citoyens du monde qui partagent la même douleur, l'empathie, la solidarité avec nos compatriotes humains qui périssent dans cette guerre injuste partout dans le monde. La diaspora congolaise en France, au Canada, aux États-Unis, partout dans le monde. Il y a bien sûr plusieurs organisations de la diaspora qui aujourd'hui qui appuient les déplacés, comme Change Bell qui appuie les déplacés des guerres, mais les efforts sont encore minimes. On aimerait que toute la diaspora congolaise se mobilise pour cette crise, mais aussi tous les pays du monde qui partagent la solidarité avec nous, et surtout à nos compatriotes africains d'arrêter l'hypocrisie, parce que c'est l'hypocrisie africaine qui nous amène dans tout ce que nous sommes. Et lorsque un frère commet un acte qui n'est pas toujours un acte d'antivaleur, il faut le décourager, il faut le dire clairement, et pour que ça change. Parce que si on continue à dorloter ceux qui font du mal à nos semblables, sachez que la paix ne sera pas de retour en Afrique. Si nous continuons à nous détester, si nous continuons à nous envier, la paix ne reviendra pas en Afrique. Aujourd'hui, c'est le tour de la RDC. Demain, ça peut être le tour de l'autre pays. Nous devons bâtir notre capacité de solidarité en s'acceptant tel que nous sommes, en respectant nos limites parce que nous sommes voisins éternels, nous sommes africains éternellement. Aucun pays ne pourra jamais déménager dans un autre continent. C'est à nous d'imposer notre respect. L'Afrique s'est effondrée depuis plusieurs années. C'est le moment de relever la tête, c'est le moment de changer les choses. Et si nous voulons changer les choses, commençons par nous changer nous-mêmes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Joshua Moneke. Encore une fois, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. J'espère que la prochaine fois, tu seras aussi présent. Et je remercie encore une fois tous ceux qui nous suivaient. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres émissions sur la République démocratique du Congo ou sur d'autres pays africains. Merci et bonne soirée à tous.